Bonjour tout le monde. Donc, merci pour ceux qui sont de retour à temps. Je vous inviterai, si possible, de vous avancer le plus possible parce qu'on est vraiment à pleine capacité dans la salle. Puis, il y a des gens qui ne pourront pas assister malheureusement aux présentations là, si on ne se colle pas un tout petit peu. Donc, avant de commencer, j'aimerais inviter Audrey Smariassi, professeure à l'ESPUM au département de santé environnementale et santé au travail, qui va faire la médiation de cette prochaine séance de présentation. Super, merci. Donc, aujourd'hui, on a 4 présentations ce matin et la première va être par Guillaume Moreau, qui est agent de recherche en santé publique à Montréal. Donc, j'inviterai Monsieur Moreau. Bonjour. Je suis au Bureau de santé environnementale, développement durable, CIUS Centre-Sud, comme à PPR. Donc, je vais commencer tout de suite avec une citation de Johan Rockström, qui est directeur exécutif du Stockholm Resilience Center, qui disait en 2017 « Les actions que nous prendrons dans les 50 prochaines années vont déterminer les 10 000 prochaines années à venir. » Donc, nous sommes la génération de l'humanité qui est à ce point de basculement. Donc, pourquoi Johan Rockström disait ça? Bien, c'est parce qu'on est confronté à 2 défis à la fois. Il y a le défi du dépassement des limites planétaires dont font partie les changements climatiques, ce n'est pas la seule limite, et aussi les conséquences reliées aux pénuries de ressources indispensables au fonctionnement des sociétés modernes. Donc, le Stockholm Resilience Center sortait en septembre 2023 un article qui disait que 6 des 9 limites planétaires seraient maintenant dépassées. Qu'est-ce que les limites planétaires? En fait, c'est des points de basculement systémique. La planète Terre a une limite au niveau de la pression qu'elle peut prendre des activités humaines, entre autres. Et il y a des limites qui ont été présentées. Et il y a, entre autres, les changements climatiques, l'intégrité fonctionnelle des écosystèmes. On est dans la 6e extinction de masse présentement. Le cycle de l'azote et du phosphore. Le changement d'usage des sols. Donc, on a une désertification majeure là, des sols partout sur la planète. Et la pollution chimique, microplastiques, perturbateurs endocriniens, baisse de la fertilité majeure au niveau international. Et on voit aussi qu'au niveau de l'acidification des océans, donc on est aussi très, très proche de dépasser cette limite-là. Tout ça a des impacts majeurs sur la santé publique. Il y a aussi le rapport Limits to Growth, que vous connaissez peut-être, qui est sorti en 1972, qui posait la question, est-ce qu'il y a une limite de ressources sur la planète? Puis quand allons-nous atteindre cette limite-là? En mettant en fait en lien la biocapacité, le nombre de ressources sur la planète et notre empreinte écologique, donc notre utilisation de ces ressources-là. Ils ont développé 13 scénarios, ce n'est pas des prédictions, c'est vraiment des scénarios. Et un des constats, en fait, c'est qu'on ne peut pas avoir une empreinte écologique qui va au-delà de la biocapacité. On ne peut pas aller plus loin que l'essence dans une voiture. Donc, c'est un peu le même concept. Le coordonnateur de ce rapport-là, dans un entretien en 2022, disait dans les 13 scénarios créés dans le rapport, ce sont les scénarios de l'effondrement qui semblent avoir été choisis. Donc, on va voir une érosion constante du bien-être et de la capacité énergétique dans les années à venir. La question n'est pas si le problème va se résoudre. Donc, on ne peut pas résoudre ce problème-là, c'est quelque chose qu'on va vivre, mais c'est plutôt de voir si on va aimer la solution, est-ce qu'on va se préparer, est-ce qu'on s'adapte ou on subit seulement la situation et la population va réduire, ça sera forcé par l'environnement. Donc, on parle de ce scénario-là, en fait. Donc, vous voyez les points de basculement. On a le point de basculement des limites planétaires. À un certain moment, la pression est tellement importante sur le système que le système s'effondre. Donc, ça ne va pas en pente descendante. À un moment, ça va vraiment aller extrêmement rapidement. Puis, au niveau de notre capacité à extraire des ressources, puis avoir les ressources pour maintenir le fonctionnement de nos sociétés, mais c'est la même chose. À un certain moment, on ne sera plus capable d'extraire et d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir maintenir le fonctionnement de nos sociétés, ce qui a aussi des impacts de santé publique extrêmement importants.
Ce que ça amène, en fait, c'est une diminution d'extraction des ressources forcées, hein, pas amenée, c'est vraiment quelque chose qu'on subit. Diminution du PIB, diminution de la consommation énergétique, consommation de ressources, production de nourriture, production de déchets, de notre capacité d'import-export. Puis je vous rappelle que toutes nos sociétés sont bâties sur notre capacité. Présentement, les économies locales ne peuvent pas fonctionner par elles-mêmes. Et du même fait, une diminution puis des problématiques de santé qui amènent à une réduction de la population. Les ressources dont on parle, le pétrole, le gaz, l'eau, les cuivres et métaux, c'est la capacité d'extraction reliée au manque de pétrole et au manque d'eau. Le sable, qui est un des matériaux de base de l'entretien et du développement de nos infrastructures. Le phosphore, qui est à la base des engrais qu'on utilise pour notre production agricole et du même fait par le manque de phosphore, d'eau et de pétrole, une réduction de notre production agricole qui est amenée aussi par la désertification et les changements climatiques du même fait. Donc, tout ça, ça va créer des augmentations de coûts importantes, augmentation sur les transports, production de nourriture, transport accès à l'eau, transport, production de médicaments, de matériaux biomédicaux, transport, production de matériaux de construction et autres produits nécessaires pour l'entretien des installations de santé et des autres installations, les barrages hydroélectriques, les routes, etc., dans les années à venir, ce qui va ajouter une facture, dans le fond, aux différents ministères et aux établissements de santé et autres éléments de la société. Donc, c'est des polycrises qui amènent des impacts et qu'on doit regrouper finalement dans un processus. Donc, présentement, quand on parle de préparation à des crises, comme par exemple, on va se préparer au changement climatique, on va se préparer à la crise du logement, à la COVID, on prend les crises de manière individuelle et on fait des plans de crise individuels. Donc, on ne pense pas à la crise comme étant un processus sociétal dans lequel on baigne, dans lequel il va falloir qu'on s'adapte à une multitude de crises en même temps avec une analyse qui va être plus systémique de la situation. On peut penser par rapport à ça que même maintenant, le gouvernement du Canada nous amène, les institutions, à se poser des questions sur les 10 principales perturbations à prévoir dans les 10 prochaines années, dont la biodiversité qui disparaît, les écosystèmes qui s'effondrent, les mesures d'urgence qui sont débordées, les ressources naturelles vitales sont rares et les systèmes de santé s'effondrent. Donc, par rapport à ça, notre mode de pensée, problème-solution qu'on utilise le plus souvent en gestion. On a un problème, puis là, on va penser en silo, on va trouver des hypothèses, on va travailler là-dessus. Ce n'est pas adapté à ce genre de processus de crise-là, parce qu'on ne s'attaque pas à une seule crise. Donc, on ne prend pas en compte les flux du système, les flux de ressources, les flux de communication, les processus culturels, tous ces éléments-là systémiques. Quand on fait, par exemple, une réduction ou une modification de notre gestion des matières, ce n'est pas nécessairement intégré de manière systémique. Donc, il faut finalement revoir notre façon de développer des projets, de développer des solutions. Parce qu'en présentement, en recherche, puis au niveau social, on est pas mal dans le silo. Donc, les gens qui travaillent en changement climatique travaillent en changement climatique, les gens qui travaillent en pollution travaillent en pollution, etc., etc. Et finalement, on travaille sur les symptômes de problématiques systémiques. Les changements climatiques, c'est un symptôme d'un problème systémique, ce n'est pas la problématique en tant que telle. Donc, ça aussi, c'est une lunette d'analyse qu'il faut tranquillement se mettre à avoir pour développer des solutions et pas penser à une solution qui sont multidimensionnelles, qui intègrent des perspectives et des opinions multiples, qui ne sont pas fixes et uniques, mais bien dynamiques, ouvertes, en transformation constante, transversales, qui ne sont pas gérées en silo et qui travaillent sur la connexion et les interdépendances dans le système, donc sur les flux de communication, les flux de ressources, les échanges culturels, etc. Pour finalement changer notre rapport à soi,
notre rapport aux autres dans notre processus de communication, puis notre rapport au monde et à l'environnement pour transformer notre rapport à la santé vers peut-être quelque chose qui ressemblerait plus aux perspectives qu'on a, par exemple, en santé planétaire. Au Sud Centre-Sud, avec le bureau SEDD, le Bureau de santé environnementale développement durable, on a créé une formation en ce sens, le parcours des éco-soignantes et éco-soignants, qui vise à former les gestionnaires de l'organisation pour amener une perspective plus systémique de la gestion. Donc, premièrement, on amène une compréhension de l'aspect systémique des crises socio-écologiques que je vous ai présentées plutôt de façon très condensée, puis de leurs impacts sur le réseau de la santé et des services sociaux, une compréhension de base de l'analyse systémique, puis la présentation d'outils d'analyse puis de design de projets systémiques qui sont basés sur le design régénératif, la permaculture, la théorie des systèmes ou encore la santé planétaire. Et tout ça dans le but de, avec ces gens-là formés, avoir le déploiement d'un réseau d'impact afin de mettre en place une structure de travail systémique au sein du CCS-MTL qui va défaire finalement le travail en silo, puis essayer de travailler sur ces enjeux-là de façon systémique au sein de l'organisation. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation instructive, un peu déprimante, mais réaliste, somme toute. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est à la toute fin. OK, je suis désolée. Alors, je vous invite à retenir vos questions et j'invite la prochaine personne, en fait, Karel Wessionou. Bien prononcé. Oui. Et Karel, donc, qui est étudiant de maîtrise en santé publique à l'école ici à notre école. Et merci, Karel, pour ta présentation. Bonjour tout le monde. Je suis Karel Wessionou et aujourd'hui, je vous présente les résultats de nos travaux sur l'exploration des sources d'exposition au strontium chez les femmes enceintes vivant à proximité de puits de gaz naturel à l'aide de mesures de ratio isotopique. Alors, le gaz naturel conventionnel est contenu dans des formations géologiques poreuses, ce qui facilite son extraction. Inversement, le gaz naturel non conventionnel est piégé dans des formations géologiques peu poreuses et beaucoup plus imperméables, ce qui complexifie son exploitation et amène les entreprises d'exploitation gazière à faire recours à la fracturation hydraulique qui consiste à faire un forage dans le sol et à y introduire à forte pression un liquide de fracturation composé d'eau, de sable et de substances chimiques. L'objectif est de fragiliser les roches pour faciliter l'exploitation du gaz qui y est piégé. Sauf que lors de ce processus, le liquide de fracturation se mélange avec les substances chimiques naturellement contenues dans les roches et fait un reflux à la surface, occasionnant bien des fois la contamination des aquifères et des sols. Notre étude a été menée dans la Peace River Valley, une région située sur la formation géologique de Montney au nord-est de la Colombie-Britannique. Et la région est connue pour sa forte activité d'exploitation de gaz. Sur la carte, les points rouges représentent chacun un puits de gaz. Le potentiel d'hydrocarbures de cette formation géologique a été évalué et a montré qu'il y a d'importantes ressources en gaz naturel exploitables. Par contre, plusieurs études aux États-Unis ont rapporté des concentrations élevées de plusieurs métaux, dont le strontium, dans les échantillons d'eau issus des activités de fracturation hydraulique. De plus, l'analyse de la géochimie et de la minéralogie de la formation géologique de Montney a montré également des concentrations élevées des mêmes métaux, dont le strontium, certains métaux représentant un risque de pollution des sols et des eaux. Précédemment, notre équipe de recherche a mené une étude
intitulé Exposure in Peace River Valley, Esperiva, qui s'est intéressé à l'exposition des femmes enceintes dans la région de la Peace River Valley et a trouvé qu'il y avait une association entre la proximité des puits de gaz et le faible poids à la naissance, ainsi que le risque de naissance prématurée. De plus, un autre résultat important de l'étude concernait les concentrations urinaires de strontium dans les urines de femmes enceintes qui revenaient doublement plus élevées que celles retrouvées chez la population générale au Canada et aux États-Unis. Santé Canada documentant que l'exposition au strontium se fait principalement par consommation d'eau et d'aliments contaminés. L'étude Esperiva n'avait pas identifié les sources de la surexposition des femmes enceintes au strontium. Mais dans la littérature, le ratio isotopique du strontium 87/86 a été utilisé d'abord en géologie pour comprendre le processus de formation des roches et après utilisé pour tracer la mobilité humaine et déterminer les sources environnementales du strontium. Ce ratio isotopique est important pour notre étude parce qu'il fournit des valeurs assez singulières à chaque endroit. Donc, en retrouvant une valeur de ratio isotopique dans un organisme vivant, on pourrait relier ce dernier à son environnement de vie. Notre étude, qui est la suite de l'étude Esperiva, s'est alors proposée d'évaluer si l'activité gazière contribue à la surexposition des femmes enceintes au strontium en utilisant le ratio isotopique du strontium dans l'urine comme marqueur des sources du strontium. Et pour ce faire, l'étude était transversale et a impliqué 85 femmes enceintes qui étaient majeures, vivaient dans la région et étaient disponibles sur la période de collecte de données. Nous avions réalisé une enquête par questionnaire sur les habitudes de vie auprès des femmes enceintes participantes de l'étude et avions également collecté quelques échantillons. Les échantillons d'urine ont été collectés sur 7 jours consécutifs à raison d'un échantillon par jour. Nous avions également prélevé des échantillons d'ongles, d'orteils et de cheveux. Pour les échantillons d'eau de robinet, un premier échantillon a été prélevé à l'ouverture du robinet et un deuxième échantillon après 5 minutes d'écoulement de l'eau. Au laboratoire, uniquement dans les échantillons d'urine, nous avions mesuré le ratio isotopique du strontium et dans l'ensemble des échantillons prélevés, nous avions déterminé la concentration du strontium. Pour analyser nos données, dans un premier temps, nous avions calculé la densité et la proximité des puits de gaz autour des résidences des participantes sous le logiciel QGIS en utilisant la pondération inverse de la distance. Nous avions fait 2 fois ce calcul, une première fois en considérant une zone tampon de 5 km autour des résidences des participantes et une deuxième fois en ne considérant aucune zone tampon, c'est-à-dire que le deuxième calcul a inclus tous les puits de gaz de la Colombie-Britannique. Nous avions, dans un deuxième temps, évalué le changement de la variance du ratio isotopique du strontium selon les concentrations de strontium dans tous les échantillons mesurés et selon la densité et la proximité des puits de gaz. Nous avions terminé l'analyse des données par une classification non supervisée, un clustering selon les caractéristiques des participantes de l'étude. Et comme résultat, en comparant les valeurs de ratio isotopique sur l'axe des Y aux valeurs de concentration du strontium et de densité et proximité des puits sur l'axe des X, nous avions remarqué que la variabilité des ratios isotopiques diminuait avec l'augmentation de la densité, que ce soit avec la zone tampon ou sans la zone tampon. La même tendance a été observée pour les concentrations de strontium dans les cheveux. La tendance est également similaire, même si un peu moins visible, avec les concentrations de strontium dans les échantillons d'ongles et d'urine.
Cette diminution de la variabilité des ratios isotopiques indique qu'il y aurait une source prédominante qui contribuerait à la surexposition des femmes enceintes au strontium. A contrario, l'augmentation des concentrations du strontium dans l'eau de robinet faisait augmenter la variabilité des ratios isotopiques, ce qui indique qu'à ce niveau, il y aurait au moins 2 sources qui contribueraient à la surexposition des femmes enceintes. Nous avions fait la même comparaison, cette fois-ci en divisant l'ensemble de nos données par tertile et avions réalisé un test de variance qui n'a pas montré de significativité statistique. Mais en comparant la variabilité des ratios isotopiques au sein des groupes obtenus au moyen de la classification non supervisée, nous avions remarqué que le groupe 2 semblait différent avec une moindre variabilité par rapport aux autres. Ce qui différenciait ce groupe des autres était qu'il était composé de femmes enceintes qui utilisaient comme principale source d'eau à la maison la source fournie par les réseaux d'eau de la municipalité. Ce groupe avait également la médiane la plus élevée des concentrations de strontium dans l'urine. Notre étude était exploratoire et nous a permis de savoir qu'il y a une source dominante qui contribuerait à la surexposition des femmes enceintes au strontium avec, pour hypothèse, la densité et la proximité des puits qui pourraient y contribuer. Mais nous avions rencontré quelques limites, notamment la petite taille de notre échantillon et le manque d'échantillons alimentaires et environnementaux qui ne nous ont pas permis d'approfondir les analyses. Et les futures études devraient se pencher sur ces limites pour aboutir à des conclusions plus précises. Je vous remercie. Merci, Karel, pour cette présentation. Gardez vos questions, c'était complexe. Alors, la prochaine présentation sera de Kinda Tinawi, étudiante au doctorat en santé publique, option toxicologie. Allô? OK, parfait. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un projet sur lequel je travaille actuellement qui porte sur les particules journalières et le potentiel oxydatif dans différents secteurs professionnels. Alors, tout d'abord, le projet il a été financé par l'IRSST. J'aimerais remercier ma directrice de recherche, Dr. Audrey Smargiassi, ainsi que toute l'équipe de collaborateurs qui a été impliquée dans l'élaboration de ce projet. Alors, la présentation va suivre le plan suivant. Donc, on va débuter par une petite mise en contexte, un objectif, puis on va discuter de la méthode, des résultats, puis de la conclusion. Alors, l'exposition professionnelle aux particules à court et long terme, elle a été associée au développement de plusieurs affections respiratoires, telles que l'asthme ou la bronchopneumopathie obstructive chronique, ainsi que différents cancers pulmonaires. Et donc, généralement, l'évaluation de l'exposition, elle va se faire en utilisant la concentration massique. Donc, des estimations d'association vont être faites avec la concentration massique et différents effets sur la santé respiratoire ou d'autres risques sur la santé. Ce qui est important à savoir, c'est que dans le contexte professionnel, les travailleurs ils vont être exposés à des mélanges de composés particulaires qui peuvent être des irritants et des allergènes. Et utiliser uniquement la concentration massique ne permettrait pas de renseigner sur la toxicité de ces mélanges de composés particuliers. Donc, il y a une approche qui a été proposée, qui est la mesure du potentiel oxydatif comme indicateur de toxicité justement de ces mélanges de particules. Alors, le potentiel oxydatif, il est associé à un mécanisme qui est important dans la physiopathologie des risques qui sont associés à l'exposition aux particules, qui est le stress oxydatif. Donc, on aura un stress oxydatif quand on aura un débalancement entre les antioxydants qui vont être produits par l'organisme et la quantité d'espèces réactives d'oxygène. Donc,
la mesure du potentiel oxydatif des particules va refléter la capacité des particules à dégrader les antioxydants. Donc ici, on a un schéma qui présente la genèse du stress oxydatif. Donc les composés réactifs d'oxygène, ils peuvent provenir de sources exogènes et également de sources endogènes, telles que par exemple la respiration mitochondriale. Donc quand on aura un balancement, quand on aura une même quantité entre les composés réactifs d'oxygène et les antioxydants, et quand on aura un déséquilibre, donc une quantité plus élevée de composés réactifs d'oxygène, espèces réactives d'oxygène, on aura une oxydation des molécules qui va entraîner le stress oxydant et qui va être responsable de développement de différentes maladies. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que le stress oxydant est une des sources aussi du vieillissement. Donc, l'objectif de notre étude, c'était de comparer les niveaux journaliers d'exposition aux particules inhalables et leur potentiel oxydatif chez des apprentis qui étaient issus de différents milieux professionnels. Alors, dans un premier temps, il y a une collecte des échantillons de PM4 qui a été effectuée dans une cohorte de 56 apprentis dans 3 milieux différents, le soudage, la menuiserie et la maçonnerie. Donc les PM4, ça va être des particules qui auront un diamètre inférieur à 4 micromètres. Et on les appelle aussi particules respirables parce qu'elles vont être capables de rentrer dans rentrer dans l'appareil pulmonaire et de s'y loger. Donc, la collecte des échantillons, elle a été effectuée pendant une durée de 5 jours consécutifs et à l'aide de cassettes qui étaient équipées de filtres à air, de cyclones et de pompes d'échantillonnage. Et les filtres, ils étaient placés donc dans la zone respiratoire du travailleur. Donc ici, pour chaque travailleur, c'est-à-dire un rayon de 30 cm du nez et de la bouche de chaque travailleur. Ensuite, les filtres, ils ont été collectés et ils ont été pesés afin d'estimer les concentrations massiques des PM4. En second lieu, on a procédé à la mesure du potentiel oxydatif par le dosage de l'ascorbate. Donc, des échantillons des PM4, ils ont été combinés en un fluide synthétique de revêtement respiratoire qui contenait de l'acide ascorbique. L'acide ascorbique qui est un antioxydant. Et la capacité des particules prélevées à dégrader l'acide ascorbique nous renseignait sur le potentiel oxydatif de ces échantillons de particules. Alors, pour une exposition à une même concentration de particules chez 2 travailleurs différents, ils ne vont pas avoir les mêmes risques sur leur santé et ça va dépendre de la composition des particules auxquelles ils sont exposés. C'est pourquoi le fardeau oxydatif est une mesure dérivée du potentiel oxydatif qui va être très pertinente à cet effet. Donc le fardeau oxydatif, en fait, c'est le produit entre le potentiel oxydatif et la concentration massique des particules. Alors, ce tableau présente les caractéristiques descriptives des variables d'exposition. Ce qu'on va remarquer essentiellement à travers ce tableau, c'est que la concentration des PM4 qu'on observe en milieu professionnel, elle va être au moins 10 fois plus élevée que celle qu'on va observer dans l'environnement général. Maintenant, donc, on a effectué la comparaison de l'exposition selon le milieu de travail à l'aide de modèles de régression mixte. Et on va voir que pour la concentration massique et le potentiel oxydatif, on aura une moyenne qui sera plus élevée pour le soudage. Maintenant, pour la concentration massique, on aura une moyenne plus élevée en maçonnerie et en menuiserie. Mais pour le potentiel oxydatif, on aura une moyenne plus élevée en menuiserie qu'en maçonnerie. Donc, ces résultats vont refléter le fait que ce n'est pas parce qu'on a forcément une concentration élevée de particules que le potentiel oxydatif sera élevé dans ce même milieu. C'est là où rentre en jeu notre mesure du fardeau oxydatif qui prend en considération la concentration massique ainsi que le potentiel oxydatif et à travers lesquels on va voir qu'on aura un fardeau oxydatif plus élevé pour le soudage, puis la maçonnerie et la menuiserie. Alors, à travers ces résultats, on observe que le potentiel oxydatif des particules, il varie considérablement selon les métiers et les jours. Et en fait, il a été suggéré dans la littérature que la vitesse de formation des composés réactifs d'oxygène, elle va être corrélée au dommage oxydatif chez l'homme.
Donc, le fait qu'on ait observé du potentiel oxydatif à un si court terme, donc, il y aura très probablement un impact de l'exposition à court terme aux particules sur la santé des travailleurs. Mais le lien spécifique avec la santé respiratoire nécessiterait bien sûr un examen plus approfondi. Alors, pour terminer, on va voir comment ce projet sur la santé des travailleurs, il s'imbrique dans la thématique de la crise écologique. Alors, dans l'environnement général, on va être exposé à des particules qui proviennent de différentes sources, telles que les sources industrielles ou par exemple la circulation routière ou plus d'actualité, les feux de forêt. Et la comparaison de la toxicité des particules qui proviennent de différentes sources, c'est un défi. Donc, justement, d'où rentre en jeu le potentiel oxydatif qui pourrait être une mesure très pertinente à cet effet. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Kinda. Alors, on a une dernière présentation ce matin, une présentation orale d'Elisabeth Gaspard, qui est aussi au doctorat en santé publique, cette fois en épidémiologie. Bonjour à tous. Et mon nom est Elisabeth Gaspard et je suis candidate au PhD en santé publique option-épidémiologie à l'ESCOM. Et je vais vous présenter les résultats préliminaires de mon projet de thèse qui porte sur la pollution de l'air pendant la grossesse et l'incidence des cancers infantiles. Les cancers infantiles représentent les principales causes de décès chez les enfants dans les pays développés. Cependant, les facteurs de risque ne sont pas bien connus. Les particules fines, quant à elles, sont constituées d'un mélange complexe de particules ayant un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres. Elles peuvent être dérivées des sources primaires comme les industries ou la combustion de bois, ou des sources secondaires comme la conversion des gaz en particules fines. Et je dois vous dire que les particules fines et ses composantes sont classées cancérigènes groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. Cependant, des preuves concernant un potentiel rôle des particules fines dans l'incidence des cancers infantiles sont limitées. Donc, les particules fines étant de très petites dimensions, sont facilement respirables et peuvent se retrouver dans la circulation sanguine de la mère et traverser la barrière placentaire. Et il y a des mécanismes qui suggèrent que dans le placenta, les particules fines peuvent entraîner un stress oxydatif, augmenter le taux de mutation placentaire et altérer les gènes réparateurs de l'ADN et que ces mécanismes, en cas de persistance, peuvent contribuer au développement des cancers infantiles. Et bien qu'il ait été suggéré que les particules fines puissent avoir des effets sur le fœtus en développement, et il y a très peu d'études qui se sont intéressées aux associations entre les particules fines pendant la grossesse et l'incidence des cancers infantiles. Donc, l'objectif de cette étude, c'était d'estimer l'association entre l'exposition aux particules fines pendant la grossesse et l'incidence des cancers infantiles. Et secondairement, c'était d'estimer les associations selon l'âge de l'enfant, le sexe et les comorbidités maternelles. Donc, pour cela, j'ai utilisé une cohorte de naissance basée sur la population du Québec, construite à partir des données médico-administratives, qui inclut plus d'1 million d'enfants nés entre 2006 et 2020. Les enfants ont été suivis de la naissance jusqu'au diagnostic, au décès ou jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 14 ans ou à la fin de l'étude, le 31 mars 2023. Et tous les cas de cancer ont été identifiés à travers les résumés de sortie d'hôpitaux issus de la base MedEcho et tous les cancers combinés et les types les plus fréquents diagnostiqués de 0 à 14 ans, dont les tumeurs du système nerveux central, les leucémies et ses sous-types, les leucémies lymphoblastiques aiguës et les leucémies myéloïdes aiguës. Et tous les cas ont été classés selon la classification internationale du cancer de l'enfant en 3e édition. Pour estimer l'exposition aux particules fines, j'ai utilisé les concentrations bi-hebdomadaires de particules fines qui ont été estimées pour toute l'Amérique du Nord. Et ces estimations ont été obtenues par observation satellitaire de la profondeur optique des aérosols et divers modèles et reliées aux estimations et mesurées par les moniteurs de surveillance locale. Et ces concentrations ont été attribuées au code postal résidentiel à 6 chiffres
sur toutes les 2 semaines sur la période de la grossesse et une moyenne a été calculée sur toute la période de la grossesse pour chaque enfant. Pour analyser les données, j'ai utilisé des modèles à risque proportionnel de Cox en utilisant l'âge depuis la naissance comme échelle temporelle. Et le modèle est ajusté sur le niveau socio-économique, le lieu de résidence à la naissance, l'âge maternel au moment de l'accouchement, la parité, le sexe de l'enfant et l'année civile à la naissance. De manière supplémentaire, j'ai ajusté pour les comorbidités maternelles qui permettent de prendre en compte le fait que l'étude a été restreinte aux naissances vivantes. Et j'ai utilisé des méthodes appropriées pour vérifier les hypothèses du modèle et également, j'ai utilisé des méthodes appropriées pour évaluer la non-linéarité potentielle. Donc, concernant les résultats, il y avait 2270 cas de cancer au total dans la cohorte, dont environ 500 cas de tumeurs du système nerveux central, environ 680 cas de leucémie. Et pour les résultats, en fait, par augmentation de 1 intervalle interquartile qui est équivalent à 2,4 microgrammes par mètre cube, le risque de tous les cancers augmente de 6% et de 9% pour les tumeurs du système nerveux central et de 2% pour les leucémies, bien que les intervalles de confiance soient larges, probablement en raison de la rareté des cancers. Pour l'âge, selon les résultats, il semble avoir un risque accru de tumeurs du système nerveux central chez les enfants âgés de 7 ans et plus et de leucémie myéloïde aiguë chez les enfants âgés de moins de 7 ans. Et pour le sexe, le risque semble être accru pour les tumeurs du système nerveux central chez les garçons et pour les leucémies myéloïdes aiguës chez les filles. Et pour les comorbidités maternelles, il semble avoir un risque accru de leucémie et ses sous-types chez les enfants issus des mères ayant des comorbidités. Donc, les principaux résultats de cette étude suggèrent qu'il y a une association positive entre les particules fines pendant la grossesse et tous les cancers combinés, les leucémies, ses sous-types et les tumeurs du système nerveux central, mais les intervalles de confiance sont larges en raison de la rareté des cancers. Et il semble avoir un risque accru de leucémie et sous-type chez les enfants issus des mères ayant des comorbidités et également un risque accru de tumeurs du système nerveux central chez les enfants âgés de 7 ans et plus et chez les garçons et un risque accru de leucémie myéloïde aiguë chez les enfants âgés de moins de 7 ans et les filles. Donc, il est essentiel de mener d'autres études dotées d'une meilleure puissance statistique pour confirmer ces résultats. Donc, l'intérêt de cette étude dans la crise écologique, c'est que la pollution de l'air extérieur est un facteur de risque modifiable. Donc, il est essentiel de comprendre son rôle dans l'étiologie des cancers infantiles. Et ce travail aborde la crise écologique en apportant de nouvelles données sur la pollution de l'air et les cancers infantiles au Québec, qui pourraient contribuer à encourager les efforts de réduction des émissions des particules fines et de l'exposition pour protéger la santé de la population, dont les femmes enceintes et les enfants. Et donc, dans les prochaines étapes de mes analyses, donc, je vais estimer des associations avec les composantes majeures des particules fines, ainsi que les particules fines émises par les industries. Et je vais également effectuer des analyses pour identifier des fenêtres critiques d'exposition pendant la grossesse. Donc, ce projet est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada et je tiens à remercier mes co-directeurs, Dr Stéphane Buteau et Dr Audrey Smargiassi pour leur support et mes collaborateurs. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci. De ce que je comprends, on invite les différents présentateurs en avant. Et là, je suis convaincue que vous avez plein de questions. Il y avait des enjeux assez techniques, d'autres qui nous interpellent beaucoup. Alors, est-ce que... Oui, je prends... On m'a donné le micro, Audrey. Je suis là. Ah, t'es là. Voilà, excellent. Merci beaucoup pour les présentations intéressantes. J'ai une question pour Elisabeth. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant, votre présentation. En fait, ma question pour vous, c'est est-ce que vous avez pensé à réfléchir à
stratifier vos résultats aussi par catégorie de population, socio-économique et racisée également. Parce que je pense que vous auriez des résultats probablement intéressants liés, si vous faisiez ce genre d'analyse. Alors, est-ce que c'est prévu que vous le fassiez? Est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez, comment vous pensez intégrer cette donnée sur la production d'inégalités de santé, en fait, aussi par rapport à cette exposition aux contaminants? Elisabeth, prends le micro, juste là. Ah, OK. Mais je pense que ceci marche aussi, là. Oui. Donc, pour les personnes racialisées, je ne crois pas que ce sera possible parce que nous n'avons pas cette variable dans la cohorte, mais je pourrais me renseigner pour voir est-ce qu'on pourra accéder à cette information. Mais bien sûr, pour les catégories socio-économiques, il est prévu de faire des analyses par sous-groupe également. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour... Oui, bonjour, Luc Tremblay, Université de Sherbrooke. Question pour M. Moreau. J'aimerais savoir dans quelle mesure votre initiative de brisage de silos, d'ouverture des silos, rayonne ailleurs au CIUS, peut-être au niveau même du parcours patient? Pour l'instant, c'est vraiment... On a fait une seule cohorte, donc on est vraiment au balbutiement du projet. On démarre la deuxième cohorte là, en octobre. On essaie de rejoindre une multitude de directions. Quand on parle d'éco-soignants, c'est pas... Il y a aussi cette notion-là là, dans le concept, c'est éco, oikos, maison, et soignant du vieux français Aversoigne, donc qui s'occupe de, qui prend soin de. Et l'idée est que les soignants ne sont pas que les cliniciens, mais vraiment l'ensemble des employés, des gestionnaires, des employés de la salubrité, de l'approvisionnement, tout ça. Tout le monde devrait avoir une culture de soins dans son processus de participation finalement aux établissements de santé. Donc, il y a aussi cette optique-là. Donc, peu à peu, on construit ça. Puis là, la semaine prochaine, on va faire une présentation aussi avec les gens qui ont des postes similaires aux miens dans les différents établissements de santé au Québec. On a une trentaine, quarantaine de participantes et participants là, qui viennent. Surtout, les régions plus éloignées ont malheureusement, pour la plupart, pas pu venir à cause de plusieurs raisons. Là. Mais sur les 90, 95, il y a déjà une trentaine, quarantaine qui vont être là la semaine prochaine pour suivre une partie, une version condensée finalement de la formation. Fait que peu à peu, là, on essaie d'amener la formation à vivre, mais c'est ça, c'est les balbutiements, fait qu'on verra où ça mène tout ça. Merci. Est-ce que j'ai le droit à une sous-question? Oui. Oui, d'autres. En le fond, c'est au niveau de la réception exécutive, PDG, PDGA et tout ça, comment c'est compris et ça se place où dans leur échiquier de priorité, si je peux dire? C'est très complexe à répondre à cette question-là parce qu'on a plein, il y a toutes les, vous avez vu dans les médias, toutes les compressions budgétaires, il y a tellement de défis. Là. Nous, au bureau, dans le fond, on a la capacité de rejoindre, d'être aussi là, chaque établissement a comme son infrastructure organisationnelle, puis les gens qui travaillent en santé environnementale, en développement durable, à la transition socio-écologique, tout ça, dans chacun des établissements, ne sont pas placés aux mêmes endroits. Nous, on est sous la DST, donc la Direction des services techniques, mais on a la chance finalement de ne pas être dans l'organigramme. On a comme sur le côté un peu de l'organigramme, fait que ça nous permet de rejoindre un peu les directions, puis là, on a comme une refonte de notre comité directionnel qui s'occupe aussi de ces questions-là. Donc, c'est tout en transformation constante. Fait que je ne pourrais pas répondre spécifiquement à la question parce que ça bouge vraiment beaucoup présentement sur ces questions-là là, au CIUS Centre-Sud, mais aussi ailleurs dans les autres établissements. Fait que ça va être plus possible de répondre à ça dans les mois à venir. Mais c'est positif. On n'a qu'à date, sur toutes ces questions-là, on a beaucoup plus d'ouverture que de fermeture, ce qui, je crois, n'aurait pas été le même cas il y a 10 ans ou 15 ans, même juste pour dire on veut moins de viande dans une cafétéria ou quoi que ce soit, puis il y aurait eu de la fermeture totale. Mais aujourd'hui, je suis en poste depuis là 1 an, puis il y a de l'ouverture vraiment sur les propositions, sur les initiatives, donc c'est super intéressant. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions déjà? J'aurais une question en ligne. Oui. Si vous me permettez. Donc, la question est pour Elisabeth. As-tu pris en compte la mobilité des mères et leur temps d'exposition avant la grossesse? Non. En fait, l'exposition avant la grossesse n'a pas été prise en compte. C'est seulement l'exposition à partir de la date de conception jusqu'à la naissance de l'enfant. Et pour la mobilité des mères, malheureusement, non. Puisqu'il n'était pas capable de retracer le changement d'adresse des mères pendant la grossesse. Merci beaucoup. En salle, j'ai vu des petites mains tout à l'heure. Patrick, juste... Taille standard de main, excusez-moi. Ensuite... Écoutez, je ne sais pas si c'est vraiment une question parce que je crois qu'elle est assez vaste, mais c'est pour essayer de poser une réflexion transversale par rapport à vos présentations. L'idée d'être moins en vase clos et d'être plus transversal, parce qu'on est d'accord pour dire que à toutes ces crises, je me méfie beaucoup de ce mot, et bref, on les appelle comme ça dans le cadre de cette conférence, alors qu'il faille absolument poser un regard et des actions transsectorielles. Transversal, transsectoriel, transdisciplinaire, tout ça en même temps. Alors, Lara a déjà posé la question de effectivement la stratification et la question des inégalités sociales, question qui était posée à Elisabeth, mais je crois qu'on aurait pu poser la question à Kinda aussi, de voir un petit peu comment effectivement la stratification pourrait être pensée en termes de stress oxydatif. Donc, est-ce qu'il y a parmi tous ces emplois ou parmi tous ces travailleurs des différences et des disparités et comment les expliquer par rapport aux questions socio-économiques, environnementales, qui feraient qu'il y aurait pour certains des facteurs peut-être protecteurs en fonction du quartier où ils habitent, en fonction de leur histoire familiale, socio-économique, etc. Moi, je me posais la question de savoir, on sait qu'il y a un ministère de l'Environnement au Québec qui, je pense, dont les ressources représentent 0,4% ou 5% du budget de la fonction publique au Québec. Donc voilà, ça dit déjà beaucoup de choses. La santé publique se plaint du peu de ressources, c'est encore pire en ce qui concerne l'environnement. Alors je ne vais pas vous poser cette question qui serait de dire alors on fait quoi, mais on est un petit peu là. Et en termes d'action et de levée d'action, moi je me posais la question de savoir si, par exemple, Kinda, Elisabeth, est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous allez faire des notes de politique? Est-ce que vous allez essayer de... Puisqu'on parle des décideurs, là. Et on sait que la grande frustration... Moi, je réponds déjà à la question, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'action, la grande frustration, c'est qu'on a l'impression que les politiques, soit on n'y a pas accès, soit n'écoutent pas, ou soit ils s'en foutent. Je pense, par exemple, aux restrictions budgétaires que vous venez de soulever, où effectivement l'environnement, la santé publique, etc., ça passe au dernier plan. Et donc voilà, ma question c'est, mais j'en parlerai un petit peu cet après-midi parce que je me pose la même question, on fait quoi? Bon, voilà. Vous n'êtes pas obligé de répondre parce que... Mais c'est quand même à se demander, on fait quoi effectivement? Parce qu'il est temps que ça bouge, on parle beaucoup de déterminants structurels et je pense que c'est une bonne chose qu'on parle des causes. Mais là, maintenant, il faudra sans doute que la santé publique s'engage plus, politiquement plus, pour essayer de faire bouger les choses. Bon, voilà, je pose la question, puis j'irai. Merci pour la réponse. Louise? J'ai une question pour le premier intervenant, Guillaume. En fait, l'industrie de la santé est une des plus polluantes au monde, du secteur économique. Et les décideurs sont absolument clés dans ça, ou en fait, de nouvelles façons de faire et dans quelle mesure vous vous intéressez à cet aspect-là aussi de la question dans votre gestion? En fait, nous, on travaille... Là, je venais en parlant de la formation, donc en amenant toute la perspective
systémique autour de ces questions-là. Une des propositions là, qu'on voit, par exemple, c'est une réflexion, parce que là, on a plein d'objectifs, on a plein d'axes de travail qui sont plus, justement, un peu silo, mais comment réussir, par exemple, à avoir dans un établissement une gestion intégrée des ressources, où est-ce que les gens qui font l'approvisionnement, mais ils parlent aux gens qui s'occupent des déchets, puis ils parlent aux gens qui sont en clinique, puis qu'il y a une coordination complète pour s'assurer qu'il y a une réduction, premièrement, de l'utilisation de ressources majeures, qu'il y ait sans perdre une qualité des soins, là, puis même possiblement une amélioration des soins parce qu'on change les pratiques de soins aussi à travers tout ça. Puis une discussion entre tous ces groupes-là qui, dans des organisations, travaillent toutes dans des directions spécifiques, puis travaillent toutes sur une même chaîne. Puis là, sortir de l'idée aussi de chaîne d'approvisionnement, puis très industrielle de ça, puis voir ça justement comme des écosystèmes, puis des écosystèmes aussi qui s'intègrent sur le territoire, puis avec les autres acteurs du territoire, puis les autres acteurs vivants du territoire, pas seulement les humains, puis dans une perspective très occidentale de notre vision de c'est quoi la société, là, mais de aussi justement à travers ça, tu sais, cette semaine, on avait la journée de vérité et réconciliation, mais ça fait aussi partie de ça, de transformer nos pratiques puis notre vision du monde et d'écouter puis d'être curieux par rapport aux visions du monde des groupes qui sont aussi sur les territoires puis qui ont des solutions possiblement aussi par rapport à ça. Donc, c'est tout un mix de ça, mais au niveau plus pratique, gestion, on parle de, entre autres, faire parler les gens ensemble, puis Peut-être un complément à ce que Guillaume dit, je travaille au même CIUS pour la Direction régionale de santé publique. Par rapport à l'ouverture, qui avait aussi été questionnée sur les PDG, il y a une table qui a été mise en place dans la dernière année, une table régionale de santé environnementale, développement durable, où l'ensemble des organisations, CIUS, établissements non fusionnés se sont mis ensemble pour réfléchir à des solutions par rapport autant en atténuation qu'en adaptation du système de santé. Il y a la mobilité des employés, la gestion des matières résiduelles, il y a la gouvernance, etc., qui sont discutées. Fait que c'est vraiment de plus en plus une priorité. Je pense qu'on s'en rend compte, on veut soigner, puis ça implique aussi de changer nos méthodes de faire dans le système curatif. Fait que ça, c'est une chose. Puis oui, c'est les deux choses que je voulais dire en un point. Merci beaucoup. Est-ce que... Ah, il y a une question derrière. J'arrive. Bonjour, merci beaucoup. Ma question est pour M. Moreau. Vous avez parlé d'approvisionnement public. En fait, on avait fait une étude dans un CHU au Québec sur comment on va intégrer les critères environnementaux de l'achat des technologies numériques. Et au-delà de la volonté des organisations, on est quand même dans des systèmes très contingentés, dans le sens où juste la LCOP, la loi sur les contrats des organismes publics. Avec la CAG. Tout ça, absolument. Donc, dans le sens où, en fait, le système de santé est juste désarmé à ce niveau-là parce que les enjeux réels, opérationnels des instruments d'action publique sont au Conseil de Trésor. Si, par exemple, sur la loi sur l'approvisionnement public, si le Conseil de Trésor ne change pas, au niveau des organisations publiques, elles ne peuvent rien faire. J'aimerais vous entendre à ce niveau-là. Merci. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Oui, il y a les contrats CAG. Puis le CAG, entre autres, des discussions à travers tout le réseau et avec le CAG parce qu'il y a une nécessité de faire des transformations là-dessus. Puis il y a des objectifs là, de 50% de tous les achats devraient avoir au moins une composante de développement durable quelconque dedans en 2027 environ. Là. Donc même le CAG doit travailler là-dessus, mais au niveau plus du système, exemple, Centre-Sud, ben, dans les flux de communication, dans les flux de ressources à l'interne, dans nos pratiques culturelles, dans nos pratiques cliniques, dans tous ces éléments-là, ça, on a des impacts majeurs qu'on peut faire. Puis, on a un impact aussi au niveau des contrats qui ne sont pas CAG, où là, on a un impact. Puis après ça, on a un impact avec, oui, ça crée ce blocage-là. D'un côté, mais si on réussit à avoir une entente puis des vraies discussions intéressantes avec le CAG et tout, puis il y a des membres des établissements, entre autres, qui participent au développement des contrats CAG, bien, après, on a un impact puis on crée un levier économique pour l'économie globale du Québec de transformation sur les requêtes de base en environnement puis
de toutes les entreprises privées à cause du poids économique du réseau de la santé. Fait qu'on a un impact écologique majeur, mais on peut aussi être un levier de transformation économique majeur pour des meilleures pratiques, dépendamment de comment on développe les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question en salle? Je vais prendre une petite question en ligne pour clore cette discussion. Donc, la question est pour Kinda. Comment les travailleurs exposés à l'intoxication sont-ils indemnisés au Québec? Oh. C'est une très bonne question. En fait, il y a certaines expositions au travail qui vont entraîner des maladies telles que, par exemple, la silicose. Et pour ce type de maladie spécifique, par exemple, les travailleurs ils peuvent recevoir une indemnisation. Par contre, pour d'autres types de maladies, notamment la bronchopneumopathie obstructive chronique, anciennement appelée maladie pulmonaire obstructive chronique, donc la MPOC, en fait, puisque c'est une maladie qui va être affectée par différents facteurs, notamment le tabagisme, ça va être très, très difficile pour les travailleurs qui développent ce type de maladie de recevoir une indemnisation. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de lacunes. Donc, voilà, c'est ça. Bon. Très bien. En fait, je pense qu'on peut prendre quelques autres questions s'il y en a d'autres, parce qu'on a un poster, une affiche qui ne sera pas présentée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et sinon, oui. Oui. Merci. J'aurais une question pour Kinda par rapport aux professions prises en compte. Est-ce qu'il y a comme des mesures de sécurité pour les employés, comme le port de filtres ou de bavettes, je dirais? C'est en soudure, on porte généralement un masque de soudure, mais ça n'a pas un filtre à air. Est-ce que vous avez pris ça en compte ou bien... Parce qu'il y a même une disparité généralement dans certains emplois où il y a une exposition, mais le matériel n'est pas fourni. Oui, en fait, là, on travaillait justement avec des apprentis. Et donc, la majorité des travailleurs ne portaient pas leur appareil de protection respiratoire. Donc, on va dire 70 à 80% des travailleurs ne portaient pas. Et s'ils portaient un appareil, ça serait par exemple un masque, les masques simples, comme ceux qu'on portait pour la COVID, par exemple. Ce n'est pas vraiment des masques qui seraient appropriés pour protéger contre l'exposition à ce type de particules. Donc, c'est ça. Vous aurez comme débouché des... Est-ce qu'il y a comme des consignes d'obligation de porter ces masques ou c'est comme des consignes plus orientation? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est obligatoire. Je dirais peut-être que ça ferait partie des bonnes pratiques en milieu professionnel. Après, je ne sais pas s'il y a des réglementations qui font que le port du masque, il serait obligatoire. Mais c'est une bonne question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, moi, je vais en poser une peut-être à Karel parce qu'on ne t'a pas interpellé. En fait, on parle de crise écologique. Évidemment, l'extraction gazière peut être pointée du doigt. Est-ce que tu sais s'il est possible actuellement de forer des nouveaux puits en Colombie-Britannique ou si ce n'est plus possible maintenant? Puis l'autre question, en fait, si tu n'as pas réponse, c'est correct. Moi non plus, je ne sais pas. Donc, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui le savent. Peut-être que Marc-André est au courant. Mais l'autre question, en fait, que je me suis posée, c'est en lien avec le strontium. Si je comprends bien, ce serait associé au liquide de forage, possiblement. La source serait possiblement associée au liquide de forage. Et donc, une fois que les puits sont forés et qu'on a éliminé les eaux d'extraction, il y aurait donc plus de potentiel de contamination au strontium? Ou selon toi, il y a... même après extraction du gaz, des risques encore associés au strontium, possiblement? Merci pour les deux questions. Je vais commencer par la dernière pour revenir à la première question. Les sources du strontium, il n'y a pas de strontium dans le liquide de fracturation utilisé à forte pression pour briser les roches, mais le strontium pourrait provenir des roches, mais des roches qui ont été fragilisées et concassées à force de faire des forages. Le strontium pourrait provenir de là. Le strontium qui est présent dans les roches
de façon naturelle pourrait être libérée par ces activités-là et se mélanger avec le liquide de fracturation et faire un reflux à la surface. Et c'est à ce moment-là qu'il y aurait contamination, qu'il pourrait y avoir contamination des sols et des autres écosystèmes. Et est-ce que c'est encore possible de forer des puits, tu le sais-tu, au Nouveau-Brunswick? Honnêtement, je ne sais pas si c'est toujours possible de forer en Colombie-Britannique, mais je sais que ça prend de longues procédures et des autorisations gouvernementales et provinciales avant de mener ce type d'activité. Merci beaucoup. Je remercie les 4 présentateurs. Et en fait, pour la suite de la session, on a uniquement 3 affiches qui vont nous être présentées. Donc, la première sera par Adnan Masri. Ensuite, ça sera Pariane Sadat Mohammadi et Grégory Ostetler viendra faire la dernière présentation. Donc, alors, Rado ne présentera pas ce matin. Il ne pouvait pas être présent. Donc, si on peut passer à la suivante. Et Anna, voilà. Donc, Anna, qui est... en fait, oui, allez-y. Donc, est-ce que... Allô? Alors, bonjour à tous. Je suis Adnan Masri, étudiant en doctorat à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui mon affiche masse de protection et environnement, l'électrofilage et la solution durable. Dans un milieu de travail, les aérosols de particules présentent une préoccupation majeure sur la santé et la sécurité des travailleurs. La filtration de l'air joue un rôle majeur dans les mesures de prévention contre ces agents de risque. Par contre, qu'ils soient par exemple dans les systèmes de ventilation ou les équipements de protection individuelle, les appareils de protection respiratoire ou les vêtements de protection chimique. Cependant, la majorité de ces matériaux-là ou ces médias filtrants sont fabriqués à partir de matériaux synthétiques non biodégradables, comme le polypropylène par exemple, qui causent des impacts négatifs sur notre environnement. Un exemple marquant, par exemple, durant la pandémie de COVID-19, on a tous utilisé des masques respiratoires ou masques de protection, qui a malheureusement engendré environ 12 millions de tonnes de déchets de polypropylène qui sont rejetés dans l'environnement, qu'au moins 33% de ces matériaux-là, de ces déchets-là, ne sont pas recyclés et qui persistent jusqu'à nos jours dans notre environnement et même qui peuvent persister jusqu'à 450 ans dans l'environnement. Alors, l'objectif de ce projet est de concevoir de nouvelles structures filtrantes en utilisant un procédé éco-responsable sans altérant la performance de la filtration de ces structures. Alors, pour la conception de ces structures, on va utiliser une méthode qui est novatrice, qui est l'électrofilage, qui permet la fabrication ou le concevoir des structures non tissées à partir de fibres nanométriques. Pour résumer cette méthode qu'on peut voir dans ce schéma en top, elle se passe à envoyer un jet de solution de polymère grâce à un champ électrique qui sera finalement collecté par un collecteur afin d'avoir des structures filtrantes comme celle-là, par exemple. L'avantage de cette technique-là, que les fibres nanométriques ou les structures spéciales comme les fibres poreuses, par exemple, ou les fibres perlées, peuvent améliorer l'efficacité de filtration. Et de plus, qu'on va utiliser un mélange de polymères verts ou de polymères biosourcés pour fabriquer notre structure, comme les alginates qui sont issus des algues brunes. On a l'acide polylactique qui est issu de l'amidon de maïs, on a la cellulose qui est issue des déchets agricoles, ce qui en fait une solution écologique. Alors, grâce à cette méthode, on peut obtenir une média filtrante éco-responsable sans compromettre la performance, voire aussi améliorer la performance de la filtration. Merci beaucoup pour l'attention. Merci. Alors, vous êtes invité à aller voir l'affiche et à poser des questions à Adnan plus tard. Alors, maintenant, Pariane Sadat Mohammadi. Donc, Pariane est aussi... je pense... chercheuse postdoctorale. Oui, avec Ludwig. Oui, bonjour à tous. Je suis Pariane Mohammadi, chercheuse postdoctorale. Et le sujet de mon projet, c'est les effets de compression mécanique
sur l'isolation thermique des sacs de couchage. Je commence par les conséquences des conditions froides et humides, comme la diminution de force musculaire, la diminution de vigilance et la difficulté de prendre des décisions. Dans ce contexte, les sacs de couchage sont essentiels pour garder la chaleur dans notre corps. Un sac de couchage efficace doit gérer l'humidité aussi. Cependant, on oublie les effets de compression mécanique dus au vent qui peut réduire l'isolation thermique des sacs de couchage. Selon les études, un vent avec une vitesse de 16 km/h peut réduire l'isolation thermique jusqu'à 85%. Donc, les objectifs de ce projet, c'est d'abord mesurer la pression corporelle appliquée sur les sacs de couchage, après développer un bon d'essai pour déterminer les propriétés thermiques des sacs de couchage, et à la fin, on va mesurer les résistances thermiques, les propriétés thermiques sous différentes compressions mécaniques pour voir les effets de la compression. Pour la première étape, on voulait mesurer la pression corporelle sur les sacs de couchage. Il y avait peu d'études sur ce sujet-là. Après, les données n'étaient pas complètes parce que certains articles, ils avaient juste essayé avec un sujet humain ou ils ont juste fait des tests sur le sujet masculin ou justement le sujet féminin. Ils n'avaient pas essayé toutes les 3 positions de sommeil. Donc, quand il y avait manque de données, on a essayé de faire les essais nous-mêmes en utilisant un matelas de pression qui peut mesurer la pression corporelle en ayant des petits capteurs de détection. Après la confirmation du comité d'éthique et selon les critères d'inclusion et d'exclusion, on a recruté 20 sujets humains, 10 femmes et 10 hommes pour commencer les essais. Les conditions de test, c'était une fois sur le matelas de pression, une fois sur un tapis de sol et l'autre fois dans un sac de couchage. On a essayé toutes les 3 positions de sommeil, sur le dos, sur le ventre et sur le côté. On avait 3 répétitions pour chaque test. Et après, dans la partie de résultats, vous pouvez voir les histogrammes de moyenne de pression de différentes parties de courbe. Pour les sujets féminins et masculins dans différentes conditions de test et différentes positions de sommeil. Et dans le tableau, on a la moyenne de pression appliquée avec l'écart type pour tous les 20 sujets humains. Donc, dans la position dorsale, on a obtenu la maximum pression pour les fesses, les épaules, la tête et les talons. Pour la position ventrale, on avait la maximum pression pour la torse, la tête et les cuisses. Et pour la position latérale, cette valeur était maximum pour les hanches, la torse, la tête et les jambes. Et en ajoutant des couches textiles comme tapis de sol et les sacs de couchage, on arrivait à diminuer la pression appliquée sur le matelas de mesure. Après, pour la prochaine étape, on va analyser statistiquement la moyenne de pression pour comparer, pour voir les effets de sexe, les conditions, la position de sommeil. Et après, on va valider notre bande d'essai pour pouvoir mesurer les propriétés thermiques. À la fin, on va mesurer la résistance thermique sous cette compression mécanique. Et on espère de pouvoir donner des recommandations aux fabricants de sacs de couchage sur les matériaux et aussi l'épaisseur pour pouvoir améliorer la conception de sacs de couchage afin d'assurer la sécurité des travailleurs qui travaillent dans les environnements extrêmement froids. Merci pour votre aide. Merci Adnan, Pariane. Alors, encore une fois, très technique et les questions donc, pourront vous être adressées lors de l'affiche. Maintenant, la dernière présentation, Grégory Hostetler qui va nous parler de PFAS. Et donc, Grégory va nous parler de notre sac d'épicerie. OK. Bonjour, moi c'est Grégory. Je suis étudiant à la maîtrise en santé publique je vous présente notre recherche sur les PFAS dans l'épicerie au Québec. C'est principalement notre travail de Agathe Lemoine dans le département de chimie, mais elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc je présente à sa place. Les PFAS sont une grande famille, à peu près 4000 composés d'origine anthropique.
omniprésents. Ils sont utilisés depuis des décennies dans les produits comme les mousses extinctrices, les poils anti-adhésifs, les tapis anti-taches. Ils sont très persistants dans l'environnement et c'est pour ça qu'ils sont aussi appelés les polluants éternels. Et cette persistance mène aussi à la bioaccumulation et la bioamplification dans la chaîne alimentaire et éventuellement dans l'épicerie. Elles ont plusieurs effets néfastes sur la santé, même à faible dose. Par exemple, la naissance prématurée, le cancer, l'affaiblissement du système immunitaire. Et l'exposition au PFAS, c'est principalement par l'ingestion d'eau et des aliments. En termes de la nourriture, cette contamination se produit dans l'agriculture, dans la transformation ou même dans la préparation à la maison. L'objectif de notre étude était d'estimer l'exposition au PFAS dans l'épicerie au Québec. Pour ça, on a acheté une centaine d'échantillons de produits variés, par exemple les poissons, les crustacés, viande, produits laitiers, produits végétaliens, fruits et légumes et des féculents. On les a lyophilisés, puis on a fait une extraction dans le méthanol avec un clean-up par SPE et la quantification a été faite par MS à haute résolution. Voici nos résultats en termes de dose quotidienne moyenne de PFAS dans chaque échantillon. Par référence, on montre aussi la dose quotidienne moyenne de PFAS dans l'eau potable selon les valeurs guides et les règlements du Canada ou de l'Union européenne. Voyez ici les échantillons dans le milieu sont les produits d'origine végétale. Là, on a trouvé très peu de PFAS. Par contre, dans les échantillons d'origine animale, et en particulier les poissons et les crustacés, il y a une exposition beaucoup plus élevée. Et cette exposition au PFAS dans l'épicerie est donc non négligeable. Donc, je pense que ça fait le tour. Mais merci pour votre attention. Bien, merci à tous. Je n'ai pas d'annonce à part vous inviter. Alors, toi, tu en as? OK. Donc, ben, je te laisse la parole. Merci. Avant de vous laisser aller manger, ben, je voulais d'abord vous remercier à tout le monde pour votre participation. Merci également à ceux qui ont présenté. Premier petit message, je voulais vous rappeler concernant le prix coup de cœur. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer vos votes sur le code QR qui est présent sur différentes tables. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a encore du café qui est servi juste à l'arrière si vous souhaitez en prendre. Puis, le repas va être servi à l'Agora, donc il va falloir traverser la passerelle puis se rendre directement dans l'Espoum. Pendant la période du dîner, vous allez être invité à regarder plusieurs choses que vous allez pouvoir trouver dans les couloirs, donc notamment les affiches imprimées. Donc, il va y avoir 3 écrans dans l'Agora. Vous pouvez aussi aller consulter l'exposition Canapri, un projet du chercheur régulier du CRESP, Olivier Ferlat, qui est le thème le plus récent du numéro de Lumière sur la recherche au CRESP. Vous pouvez également consulter l'exposition Stories of Love, Freedom and Structures, une exposition réalisée par Geneviève Fortin, doctorante en santé publique à l'ESPUM, en collaboration avec des jeunes de Kaliampur, Pora, Basti, au Dakar et au Bangladesh dans le cadre de sa recherche doctorale. Merci beaucoup d'avoir été présent ce matin, puis on se retrouve cet après-midi.